Allez, on se lance. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau des épreuves de français, l'analyse de poésie. L'idée, c'est simple, repartir d'ici avec une méthode claire et des outils efficaces pour que chaque poème devienne une chance de briller le jour du bac. On connaît tous ce sentiment. Face à un poème, on peut vite se sentir un peu perdu, comme si on était devant un code secret sans avoir la clé. La question est tout à fait normale. Est-ce qu'il faut absolument trouver un message caché, une seule vérité ? En fait, il faut voir la poésie autrement. Ce n'est pas un code, c'est une partition. Chaque mot, chaque sonorité, chaque rythme, c'est une note de musique. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est justement donner la clé pour lire cette musique et ressentir l'émotion que le poète a voulu transmettre. Voilà, notre programme. On va commencer par le pourquoi et ensuite on va construire pas à pas notre boîte à outils. D'abord, la base, compter les syllabes sans se tromper, puis on regardera l'architecture du poème, son âme, et on terminera avec la méthode infaillible pour tout organiser le jour J. C'est parti. Soyons pragmatiques. Maîtriser ces outils, c'est s'assurer des points super importants, que ce soit pour le commentaire écrit ou pour l'oral, savoir parler de métrique, de sonorité, de tonalité, eh bien ça montre une vraie finesse de lecture. Et ça fait toute la différence. Bon, alors, on plonge dans la technique. Une analyse sérieuse, ça commence toujours par le fondement même du poème, sa métrique. Savoir compter les syllabes d'un vers, c'est un peu comme identifier le cadre que le poète s'est donné pour créer. En poésie française, les vers pairs, c'est les stars. L'alexandrin, c'est le vers noble par excellence, le grand classique de 12 syllabes. Le décasyllabe, on le trouve beaucoup au Moyen-Âge. Et l'octosyllabe est souvent plus léger, plus chantant. Il existe aussi des vers impairs, qu'on retrouve dans les fables ou les chansons. Et puis, à la fin du XIXe siècle, arrive le vers libre, qui s'affranchit des règles pour suivre son propre rythme. Alors attention, le point crucial, c'est la gestion du « e » muet, qu'on appelle aussi « e » caduc. C'est la petite difficulté du comptage. La règle, en théorie, est simple. On le prononce seulement s'il est suivi d'une consonne. Devant une voyelle, un H muet ou tout à la fin du vers, hop, il disparaît. C'est une petite gymnastique de l'oreille à prendre. Petite astuce pour aller plus loin. Parfois, les poètes trichent un peu pour que leur compte de syllabes tombe juste. La diérèse, c'est quand on sépare deux voyelles pour créer une syllabe de plus, comme passion qui devient passion. Ça donne un effet d'insistance. La synérèse, c'est l'inverse, mais c'est plus rare. Ça montre bien à quel point le poète sculpte la langue. Voyons maintenant comment tout ça s'organise. Une fois qu'on a le bon nombre de syllabes, on peut s'intéresser à la façon dont elles sont agencées pour créer un rythme, une musique, bien à l'intérieur du poème. C'est son architecture en quelque sorte. La césure, c'est la respiration au cœur du vers. L'alexandrin classique, par exemple, est coupé pile en 2 hémistiches de 6 syllabes. Ce rythme, 6/6, crée un effet d'équilibre, d'harmonie. Mais un poète peut tout à fait choisir un rythme plus heurté, plus dynamique pour casser la routine. Le décasyllabe, lui, est souvent coupé après la 4e syllabe. Et là, on voit bien comment les poètes adorent jouer avec nos attentes. Normalement, un vers correspond à une unité de sens. Mais ils peuvent faire déborder la phrase. L'enjambement crée une fluidité, un élan. Au contraire, le rejet et le contre-rejet créent une rupture, un effet de surprise qui va isoler un mot, une idée, pour bien la mettre en valeur. Parlons un peu des rimes, cet écho musical du poème. Leur disposition, c'est facile à repérer. On a les rimes suivies, les rimes croisées ou les rimes embrassées. Cette structure, ce n'est jamais un hasard. Elle tisse des liens entre les sons et donc entre les idées. La poésie classique ajoute même une règle, l'alternance obligatoire entre rimes féminines, celles qui finissent par un « e » muet, et les rimes masculines pour toutes les autres. La qualité d'une rime, ça se mesure à sa richesse, c'est-à-dire le nombre de sons qu'elle a en commun. Une rime pauvre n'a qu'un seul son commun, une rime est dite riche à partir de 3 sons. Et évidemment, plus la rime est riche, plus l'écho sonore est puissant et plus le lien entre les deux mots est fort. Parfois, le poète utilise un moule qui existe déjà, une forme fixe. La plus célèbre, c'est le sonnet. 2 quatrains pour poser une situation et 2 tercets pour la résoudre ou la commenter. Il y a souvent un basculement entre les deux et le poème se conclut par une pointe, un dernier vers percutant qui donne un nouvel éclairage. Maintenant que la mécanique est plus claire, on passe à l'émotion. Tous ces outils, le rythme, les sons, la structure, ce n'est pas juste de la technique pour la technique. Ils servent à créer un effet, une atmosphère, une émotion particulière. C'est ce qu'on appelle la tonalité. La tonalité lyrique, c'est l'expression du moi, du sentiment intime.
On la repère souvent à la première personne et à une ponctuation expressive, comme les exclamations. Sa cousine, un peu plus sombre, c'est la tonalité élégiaque. Là, on est dans le registre de la plainte, du deuil, de la nostalgie, d'un bonheur qui n'est plus. D'autres tonalités cherchent à provoquer des émotions fortes face à une histoire. La tonalité pathétique, elle, veut éveiller la pitié face à la souffrance, souvent en la rendant très visuelle. À l'inverse, la tonalité épique cherche l'admiration en magnifiant les actions d'un héros à grand renfort de figures d'exagération comme l'hyperbole. Et enfin, la poésie peut aussi être une arme. La tonalité satirique, elle, utilise l'humour, l'ironie, parfois même la caricature, pour critiquer la société, une personne, des habitudes. C'est une indignation qui choisit le sarcasme pour se faire entendre. On y est. On a toutes les pièces du puzzle en main. Maintenant, il ne reste plus qu'à les assembler de manière logique et efficace le jour de l'épreuve. Voici le plan d'attaque en 3 temps. Cette méthode, c'est la clé. D'abord, on regarde ce qui entoure le texte. Qui a écrit, quand, quel est le titre. Ensuite, lecture silencieuse pour le sens global, la structure, les thèmes. Et enfin, lecture à voix haute ou dans sa tête pour vraiment entendre la musique du poème, son rythme, ses sonorités. Le but ultime de l'analyse, c'est la synthèse. Il ne s'agit pas de faire un catalogue d'outils, mais bien d'expliquer comment ils fonctionnent ensemble. Comment cet enjambement précis crée un effet de suspense. Comment cette rime riche unit 2 idées opposées. C'est ça, la véritable analyse. Finalement, analyser un poème, c'est un peu comme assembler un puzzle. La forme d'un vers, la couleur d'une rime, la courbe d'une figure de style, chaque pièce a sa place. Et c'est seulement en les connectant qu'on arrive à voir l'image complète, le sens profond de l'œuvre. Voilà, les clés de lecture sont là. La prochaine fois qu'on ouvrira un recueil de poésie, la partition n'aura plus de secret. Alors, par quel chef-d'œuvre va-t-on commencer ?